Annou Loto, bonjour. Bonjour. Vous êtes ministre d'État de la fonction publique et de la modernisation de l'État en Côte d'Ivoire. Vous êtes venu à Paris pour participer aux rencontres de la communauté laïque romaine Sant'Egidio, qui a beaucoup œuvré dans la pacification des conflits, notamment en Afrique. Le thème cette année était « Imaginer la paix ». Alors, la Côte d'Ivoire a connu une longue crise politique, entamée à la mort d'Houphouët-Boigny en fin 93, qui s'est prolongée jusque dans les années 2000, avec cette crise post-électorale en 2010, 3000 victimes. Où en est-on 14 ans après? Est-ce qu'il y a un chemin de pacification en Côte d'Ivoire qui peut servir d'exemple à un certain nombre d'autres pays d'Afrique? Absolument. Je voudrais vous remercier pour l'intérêt et dire surtout que la Côte d'Ivoire n'aurait pas pu se permettre d'être absente à cette rencontre internationale organisée par la communauté Sant'Egidio, qui est une communauté qui est bien implantée en Côte d'Ivoire, bien connue de toutes les autorités ivoiriennes, notamment du président de la République, M. Alassane Ouattara. La communauté Sant'Egidio a contribué à ce retour de la paix dans notre pays. 14 ans plus tard, la Côte d'Ivoire se porte beaucoup mieux. D'ailleurs, je voudrais vous rappeler qu'elle a organisé la meilleure CAN en janvier dernier. La Coupe d'Afrique la Coupe d'Afrique des Nations. C'était une très belle expérience parce que le pays est en paix. Il n'y a plus de prisonniers politiques en prison. Comment a-t-on favorisé le vivre ensemble, la réconciliation entre les acteurs politiques? Vivre ensemble est le projet de société du RHDP et du président Alassane Ouattara. Vous le savez bien, depuis 2011, dès sa prise de fonction à la tête de l'État, le président Ouattara a développé donc son programme Vivre ensemble à travers la cellule spéciale qu'il avait mise en place, Dialogue, Vérité, Réconciliation, pour justement faire en sorte que par le pardon, par la main tendue, les Ivoiriens réapprennent tout simplement à vivre ensemble. Nous avons passé des moments assez particuliers. Ça a été douloureux, mais le résultat est là. Les Ivoiriens se sont pardonnés. Tous ceux qui étaient en exil sont rentrés en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils ont été réintégrés. Sauf Guillaume Soro. Ben, Guillaume Soro n'était pas en exil en 2011-2012. Guillaume Soro s'est retrouvé hors du pays pour d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec la crise post-électorale et les nombreuses crises que la Côte d'Ivoire a connues. Et Guillaume Soro peut revenir dans son pays quand il le souhaite. Alors, concernant donc la crise post-électorale, la guerre que nous avons connue, tous ceux qui étaient en exil sont rentrés en Côte d'Ivoire. Et tous pourront témoigner des initiatives qui ont été prises par le gouvernement, des programmes pour leur réinsertion, pour la reprise totale de leurs activités sociales, économiques et même politiques. La majorité de tous ceux qui vivent en exil sont aujourd'hui, parmi les politiques, sont aujourd'hui les députés à l'Assemblée nationale. Les camps de réfugiés ont fermé. Totalement. La mission des Nations Unies qui était sur le terrain a aussi fermé ses portes. L'année prochaine, elle n'a plus d'objet, cette mission. L'année prochaine, c'est le bureau de la Cour pénale internationale qui va aussi quitter la Côte d'Ivoire. Est-ce que pour les victimes, ça ne va pas un peu trop vite? J'entends parfois des voix qui disent « bon, la justice n'est peut-être pas allée au bout de son travail ». Mais écoutez, la justice continue son travail. La justice internationale à travers la CPI, ça c'est la CPI, c'est la justice internationale. Mais la justice ivoirienne n'a pas mis la clé sous le paillasson. Elle est toujours présente. Et je crois que les procès, les auditions se font au cas par cas en fonction des enquêtes et des différentes requêtes qui sont déposées donc par les victimes. Mais en tout état de cause, ce qu'il faut retenir, c'est que la réconciliation est un processus. Le vivre ensemble commande qu'il y ait justice, il commande qu'il y ait pardon, il commande qu'à un moment donné, on tourne la page. Et donc, qu'on soit des victimes ou acteurs majeurs de cette crise, ce qui compte aujourd'hui, c'est que, de façon globale, nous pouvons faire ce constat que les Ivoiriens ont tourné la page et veulent désormais vivre en paix.
Et c'est aussi un axe diplomatique. Non, je crois que vous avez rappelé les mots de feu le président Houphouët-Boigny sur la paix. Absolument. Le président Houphouët-Boigny nous a fait grandir avec ce slogan-là. La paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et donc, l'Ivoirien sait que chaque jour, c'est à travers des petits gestes, des actes concrets, qu'on réaffirme son engagement pour la paix. Et ça, je crois que cette culture de la paix a impacté également la fin de la crise en Côte d'Ivoire, positivement. La Côte d'Ivoire a donc exprimé là, sa résilience. On a connu notre crise d'adolescence, appelez-la comme vous voulez, mais nous nous sommes vite ressaisis. Et à partir de 2011, progressivement, aujourd'hui, la norme est revenue. La Côte d'Ivoire n'est plus ce pays divisé en deux, c'est un pays totalement réunifié qui continue sa marche en avant. Je sais que vous n'aimez pas parler de vous-même, mais parlez-nous un peu de votre expérience personnelle. Vous-même, vous avez fait partie des familles qui ont été fracturées par cette crise ivoirienne. Et votre engagement politique a même coûté un peu à la carrière de votre papa qui était dans l'armée à l'époque, non? Absolument. Ce sont des souvenirs difficiles, mais c'est bon d'en parler. Parce qu'on s'engage aujourd'hui pour la paix, pour le vivre ensemble, et pour dire plus jamais ça. Plus jamais des Ivoiriens victimes de leur prise de position politique. J'ai été très vite donc militante du RDR à l'époque, très vite donc dans l'équipe du RDR et qui a soutenu le président, le candidat Ouattara. Le candidat Ouattara. Et donc très vite également, je me suis retrouvé dans l'opposition par rapport au PDCI RDA qui était au pouvoir. Mon père est un colonel de l'armée qui était à l'époque en poste dans l'administration territoriale et qui malheureusement a payé, qui a vu sa carrière s'arrêter tout net parce que tout simplement, il avait été sommé que sa fille arrête de faire de la politique. Mais moi, j'ai cru en un homme, j'ai cru au président Alassane Ouattara. Je me battais pour une cause, celle de mon pays. Et mon père, aujourd'hui, dans ses vieux jours à la retraite, est tout fier de sa fille. Il est fier de sa fille et il est heureux de savoir que j'avais mené le bon combat. C'est vrai, ça m'a coûté cher. Oui, même votre couple, hein, ça vous a coûté aussi ben oui, cher ça arrive, personnel. mais vous savez, un couple, c'est le partage d'une vision, hein, d'une communauté de vie, c'est le partage de projections, de rêves aussi, de projets de famille. Et quand à un moment donné, bon, on ne peut plus parler d'une même voix dans le couple, bon, chacun, naturellement, respecte la position de l'autre, et c'est ce que j'ai fait. Et je suis très heureuse, croyez-moi, d'avoir été avec le président Ouattara jusqu'à la date d'aujourd'hui. Et je vois qu'il tient bien la Côte d'Ivoire. Vous avez évoqué ce chiffre, 486 coups d'État réussis ou ratés depuis 1950 en Afrique. Dans le monde. Oui, dans le monde, donc près de 40%, ou plus de 40%, 214, dont 106 qui ont abouti en Afrique. Oui. Pourquoi? Comment on remédie à cela? Pourquoi ce continent n'est pas épargné par tous ces... Je continue de m'interroger. Pourquoi les coups d'État en Afrique? Nous avons pris l'option de la démocratie. Nous avons pris l'option de respecter la volonté du peuple. Mais nous ne respectons pas les textes fondamentaux de nos différents pays. C'est malheureux de constater que la sérénité de la vie des populations est fortement contrariée par des coups d'État. La Côte d'Ivoire en a fait les frais, malheureusement. Un coup d'État en 1999, une tentative de coup d'État en 2002, qui a conduit à la partition du pays en deux grands blocs, qui a contribué fortement donc à la fracture sociale, malheureusement, et à toutes les crises sociales et politiques que nous avons connues jusqu'à la guerre post-électorale de 2010. Non, plus jamais sans Côte d'Ivoire. Et les coups d'État de la région actuellement, Mali, Burkina Faso, Niger, ont un impact sur la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Combien de réfugiés accueillez-vous et que faites-vous pour essayer aussi d'enrayer? Parce que les gens fuient
peut-être des situations autocratiques, mais aussi des groupes djihadistes qui sont très présents, notamment à la frontière ivoirienne. C'est un moment difficile que l'Afrique de l'Ouest vit. Et le rêve de la Côte d'Ivoire, l'ambition du président de la République, du gouvernement et de tous les Ivoiriens, c'est de faire en sorte que nous retrouvions cette stabilité, cette paix que nous avions avec nos frères du Burkina Faso, du Mali, du Niger. Nous sommes des pays dont les frontières sont très poreuses. Nous avons une communauté de vie et une communauté de destin. Et des binationaux ou des Absolument, gens qui vont et qui viennent dans l'espace CEDEAO. C'est la libre circulation des personnes et des biens. Cela ne saurait être contrarié. C'est pour cela que le président de la République, Ouattara, vous le voyez bien, est très engagé dans ce processus de paix et de normalisation des relations diplomatiques et fraternelles avec le Burkina Faso, avec le Mali, avec le Niger. Il faut le souhaiter. Il faut souhaiter que très rapidement, on se retrouve sur la table de dialogue de la CEDEAO. Moi, je fais confiance au président Ouattara. On va y arriver. Ce sont des moments difficiles. On va y arriver. Et donc, le plus urgent pour nous, c'est de faire ce qu'on peut, pour alléger les souffrances des populations qui, malheureusement, vivent également ces contraintes de déplacement, qui fuient de façon légitime, qui fuient les zones de conflit, etc., des zones de tension. Il faut très rapidement que la CEDEAO en sorte. Un dernier mot. L'Assemblée générale des Nations unies annuelle est en cours actuellement. Il y a la question de beaucoup de débats autour des 2 postes permanents avec non-droit de veto, mais qui pourraient être accordés à l'Afrique. Je suppose que c'est une initiative que soutient la diplomatie ivoirienne. Et est-ce que la diplomatie ivoirienne pourrait être candidate ? La Côte d'Ivoire reste toujours solidaire de la démarche africaine, toujours. Et donc, ce qui compte, c'est que nous puissions arriver jusqu'au bout de cette ambition de participer à la vie du monde, aux Nations Unies, de contribuer donc à la vie, à la paix, à la stabilité dans tous les pays du monde. Ça, c'est le rêve de la Côte d'Ivoire, c'est le rêve des États africains. Et je n'en dirai pas plus, dans la mesure où je dis à chaque jour suffit sa peine. Les Ivoiriens sont solidaires donc de cette démarche africaine. Ce qui compte, c'est que l'Afrique ait la possibilité de porter sa voix à celle de toutes les grandes nations du monde. Anou Loto, merci. Je vous remercie.